Bienvenue, le tour d'horizon de l'actualité en ce mardi. Fin des audiences de délibération en ce qui concerne la requête déposée à l'issue des municipales et régionales. Le Conseil d'État a rejeté 12 requêtes lors de sa 6e et dernière audience. Des scrutins seront repris dans certaines localités quand les maires et présidents de conseils régionaux confirmés font déjà leur installation. Ce 10 octobre, c'est la journée mondiale de la santé mentale, instituée pour sensibiliser le public sur la maladie mentale et les troubles psychiques. En Côte d'Ivoire, 150 000 personnes sont touchées selon le Programme national de santé mentale. Face à la méconnaissance de la pathologie, les pouvoirs publics accentuent les messages. C'est une maladie qui peut se guérir comme toute autre. Et puis au Libéria, près de 2,4 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes aujourd'hui pour élire notamment leur président. Le scrutin s'annonce serré. Le président sortant, George Weah, fait face, entre autres, à l'ancien vice-président Joseph Boakai. Les Libériens doivent également choisir leurs députés et 15 sénateurs. Bonsoir à tous, je le disais à l'entame, c'est la fin du contentieux électoral. Le Conseil d'État s'est réuni ce mardi. Il s'est prononcé sur les 12 dernières requêtes formulées par les candidats après les élections municipales et régionales. Ces 12 recours ont été rejetés, nous apprend Konaté Moussa. C'étaient les derniers dossiers sur la table du Conseil d'État. Des recours en annulation du scrutin du 2 septembre formulés par des candidats au nombre de 12 sont rejetés par l'institution en charge du contentieux électoral à sa 6e et dernière audience de délibération tenue ce mardi 10 octobre. Il s'agit des communes d'Atekoubé, Blolequin, Aboasso, Kasséré, Gagnoa, Kiglo, Fumbolo, Satamasokura, Poboué et Diokoué avec 3 requêtes enregistrées. Pour rappel, le Conseil d'État avait annoncé l'annulation des élections dans certaines communes et régions. Ce sont les communes de San Pedro, Quibli, Sarala, Goïtafla, Ferkessédougou, Kumbala, Dabakala, Tiasalé et la région du Guémon. La reprise des élections dans ces localités est prévue dans un délai de 3 mois. En bref, et en image, le ministre du groupe intergouvernemental des 24 pour les questions monétaires internationales et le développement, dénommé G24, ont tenu leur 110e réunion à Marrakech au Maroc ce mardi. La rencontre qui s'inscrit dans le cadre des assemblées annuelles du FMI et du groupe de la Banque mondiale s'est tenue sous la présidence du ministre de l'économie et des finances, Adama Coulibaly. Le G24 note entre autres points que l'économie mondiale se remet d'une succession de chaos ou alors de chocs. Il encourage le FMI à réduire les obstacles qui limitent l'accès aux solutions de financement proposées. Après un mandat d'1 an à la tête de l'organisation, la Côte d'Ivoire passe le flambeau aux Philippines qui va occuper la présidence du G24. Atteindre la souveraineté alimentaire dans l'espace UEMOA, c'est l'objectif d'une rencontre d'experts à Ouagadougou, au Burkina Faso. Un colloque qui va dégager les acquis et perspectives de 20 années de mise en œuvre de la politique agricole de l'Union. On voit cela avec notre envoyé spécial, Léon Brou. Les importations de produits alimentaires au sein de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, représentent au moins 60 milliards contre un investissement de 3 milliards de dollars par an dans la production agricole. Toujours selon l'expert de l'Union africaine, la sécurité alimentaire de l'espace UEMOA passe donc par la transformation des systèmes agricoles. Que 10% des ressources budgétaires soient consacrées au secteur agricole, en mettant la transformation du monde rural et des systèmes agricoles au centre des stratégies de développement. Transformer nos petits agriculteurs en micro, petits et moyens entrepreneurs. C'est ce qui a permis au Japon d'être la puissance qu'il est aujourd'hui. Ces propositions à l'ouverture du colloque international pour dégager les acquis de 20 années d'appui technique et financier de l'UEMOA à 5 secteurs agricoles, notamment les filières halieutiques, céréales, bétail-viande. Et s'appuyer sur l'agriculture pour bâtir un véritable marché régional. 20 ans après, nous arrivons à nourrir 80% de la population de notre Union. Il apparaît impérieux de marquer une pause et de s'interroger sur l'apport de la politique agricole de l'Union dans la transformation structurelle du secteur agricole, en particulier, et de l'économie de l'Union
en général. Au menu aussi, le financement de l'agriculture par l'Union. 1% du produit intérieur brut de l'UEMOA à ce jour, des échanges d'expériences également pour des réponses au changement climatique, la maîtrise des progrès techniques, la durabilité de la productivité. Comment éventuellement nous pouvons profiter des crédits carbone que l'Anacadio produit dans nos zones, les cultures en intercalaire, comment nous pouvons faire la jachère des sols pour pouvoir avancer. Et le plus culminant, c'est au niveau du riz. Comment nous pouvons avoir la maîtrise de l'eau, aménager nos bas-fonds pour produire du riz. Globalement visée, la sécurité alimentaire dans l'espace sera en effet arrimée à celle des États membres, la politique agricole de l'UEMOA à l'issue des 3 jours de travaux. On en vient aux règles d'origine des marchandises. L'Union européenne a validé le protocole. Les fonctionnaires des douanes ont entamé ce mardi à Abidjan une formation à ce protocole qui vise à faciliter les échanges entre opérateurs économiques et également optimiser le recours au traitement préférentiel prévu par l'accord. On voit cela avec Lanciné Bakayoko. L'accord de partenariat économique d'étape entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne qui consacre le démantèlement tarifaire entre les 2 espaces, a ouvert le marché ivoirien à 2305 lignes tarifaires. Ces marchandises, à leur importation ici en Côte d'Ivoire, sont donc exonérées de droits de douane. En raison de son caractère asymétrique, la parfaite maîtrise des règles d'origine de cet accord est capitale pour garantir sa bonne mise en œuvre. C'est pourquoi l'administration des douanes ivoiriennes a inscrit le renforcement des capacités sur les règles d'origine au titre de ses priorités. Durant cette formation, les auditeurs examinent diverses thématiques liées aux règles d'origine préférentielles entre Bruxelles et Yamoussoukro, notamment les aspects liés à la procédure relative à la preuve d'origine, les exportateurs enregistrés ainsi qu'à la détermination de l'origine, les conditions territoriales et la notion de cumul, ou encore à la coopération administrative avec le contrôle de la preuve d'origine et les dérogations irrelatives. La moitié des marchandises dont la libéralisation est prévue seront des machines et des équipements, donc des intrants cruciaux pour accélérer l'évolution d'une économie d'exportation de matières premières plus transformée et des chaînes de valeur nationales. Je vous encourage donc de tout mettre en œuvre pour que ce démantèlement puisse se faire dans les délais. L'accord de partenariat économique d'étape entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne a été signé en novembre 2008. Il est effectif depuis le 1er janvier 2019. Le projet de gestion des frontières en Côte d'Ivoire est dans sa phase active. Il est financé par la Confédération suisse. Dans le cadre de ce projet, un atelier de partage d'expériences vient de se tenir. Il est ponctué notamment par une remise d'équipements au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Walter Amadou Ouattara. Ce véhicule doté d'équipements spéciaux sera utilisé pour assurer le suivi des enquêtes. 8 motos tout-terrain destinées aux patrouilles et contrôles inopinés dans les différentes zones frontalières. Ces équipements sont remis au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, un don de la Confédération suisse dans le cadre du projet de lutte contre la fraude documentaire exécuté par le Centre international pour le développement des politiques migratoires. Il y a des frontières quand même importantes et donc la mobilité est essentielle et c'est de matériel promouvoir la mobilité. La gestion intégrée des frontières, c'est un élément important, soit pour le développement aussi commercial, soit pour la stabilité régionale. Donc je crois que la Suisse et la Côte d'Ivoire, c'est un bon exemple de coopération internationale. Bien avant cette remise, un renforcement de capacités et un partage d'expériences marquent l'engagement de la Confédération suisse à soutenir les autorités ivoiriennes dans leurs efforts de sécurisation des frontières et de lutte contre la fraude documentaire. Les enjeux migratoires actuels doivent être traités en priorité. À cet effet, une approche coordonnée et le concours de tous les partenaires, tant nationaux qu'internationaux, s'avère indispensable. Ainsi, le renforcement de la coopération avec la Suisse doit être salué et encouragé. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, sous la haute autorité du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, entend prendre toute la part qui lui revient dans l'édification de ces partenariats gagnants pour nos deux pays. La Côte d'Ivoire et la Suisse
ont signé le 25 novembre 2021 à Berne un mémorandum d'entente visant à renforcer la coopération dans le cadre de la lutte contre la migration irrégulière. Ils sont primés pour avoir marqué le domaine de la santé de leur empreinte sur le continent. Les lauréats ont reçu leur prix des mains du président Macky Sall au forum galien portant sur la santé, l'innovation et la technologie. La cérémonie s'est déroulée dans les locaux de la présidence de la République du Sénégal. Mamadou Kwasi y était. Le professeur Jean-Jacques Mouyembe, co-découvreur du virus Ebola, reçoit le prix 2023 du prix Galien Afrique des mains du président Macky Sall. Avec lui, 3 autres personnes pour des prix sectoriels, dont le prix du meilleur produit thérapie avec le Burkina Faso et le vaccin contre le paludisme du professeur Adrien Hill. Le produit que nous présentons est un médicament à base de plantes qui est présenté sous forme de gélule et qui est utilisé en fait pour la prise en charge des crises drépanocytaires chez les malades. Le prix Galien, décerné depuis 50 ans au niveau mondial, se positionne comme l'équivalent du prix Nobel en matière d'innovation pharmaceutique. Il s'agit de pouvoir trouver des lauréats pour le meilleur prix de la pharmacopée, donc la tradithérapie, le meilleur prix pour la pharmacie, le meilleur prix innovant pour tout ce qui est innovation, technologie, science. Le président de la République du Sénégal se félicite du sérieux introduit dans l'organisation de ce prix. Il reste que nos défis sont encore nombreux en Afrique, aussi bien en matière de prévention que de prise en charge des maladies non transmissibles. C'est pourquoi nous devons maintenir nos efforts d'investissement dans les ressources humaines, les infrastructures et les équipements et produits médicaux et biotechnologiques, y compris les vaccins. Je félicite l'inventeur du vaccin contre le paludisme. Les différents lauréats ont reçu chacun une enveloppe de 20 millions de francs CFA, parrainée par le président Macky Sall, pour poursuivre les recherches. Je le disais en titre, ce 10 octobre marque la journée mondiale de la santé mentale, instituée pour sensibiliser le public sur la maladie mentale et les troubles psychiques. En Côte d'Ivoire, 150 000 personnes sont touchées selon le programme national de santé mentale. Didier Nguessan. La santé mentale est un état de bien-être émotionnel et physique. Lorsqu'elle est perturbée, l'individu peut faire l'objet de dépression, de psychose ou être anxieux. Plusieurs facteurs de risque, comme le stress, la consommation de la drogue et le manque de sommeil, peuvent altérer la santé mentale et les enfants ne sont pas épargnés. Si vous constatez qu'à 18 mois, il a un retard de parole, un retard de langage, ou qu'à 18 mois, il dit des mots juste pour dire une phrase, on voit bien que le langage est retardé et en ce moment, on peut se dire qu'il a un problème. Si on prend l'enfant de 4 ans environ qui continue de faire pipi au lit, on va estimer qu'il a un problème. Un enfant, il le fait pour bien dormir. Vous voyez un enfant qui dort à 23h, à 24h et qui se réveille à 3h du matin, ça veut dire que déjà au niveau des conduites instinctuelles, il y a un problème. Chez les adultes, l'environnement professionnel peut être anxiogène. La maîtrise de ses émotions et la pratique du sport sont recommandées au nombre des bonnes pratiques de prévention. Au niveau des statistiques hospitalières, on tourne autour de 60 000 personnes qui sont concernées par les problèmes de santé mentale. On a une estimation de pratiquement 90 000 patients qui se retrouvent dans les camps de prière, dans les centres non conventionnels. Alors, en réponse justement à ces questions de suicide et de prévention efficace du suicide, on a mis au sein du programme un dispositif d'assistance psychologique et de prévention du suicide à partir du centre d'appel du ministère de la Santé, c'est le 143. Plusieurs associations de jeunes participant à cette journée mondiale ont pris des engagements pour la promotion de la santé mentale. Le conseiller technique du ministre Amédée Kouakou a entrepris une visite terrain sur les chantiers routiers de la zone nord de la Côte d'Ivoire. Des infrastructures routières en travaux et d'autres chantiers liés à la canne ont été visités par Abou Nebi Koulibaly. Le point de Jean Vizadi, Kader Sogodoko. C'est la région de la Bagoué qui accueille la première étape de la visite de chantiers routiers de la zone nord du pays. Le conseiller technique du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier est venu constater l'état d'avancement des travaux dans la région. La commune de Boundiali. Les travaux de l'axe Boundiali-Dianra, long de 91 km,
et celui Rérian, Niélé et Kouto sont passés au peigne fin. Initiés par l'État de Côte d'Ivoire, ces routes font partie d'un vaste projet de réhabilitation et de réalisation d'infrastructures routières. À ce jour, le taux d'avancement physique est de 57,44% avec un délai contractuel consommé à 90,65% pour la route Boundiali-Dianra. Quant au tronçon Niélé-Kouto, on enregistre 33,53% d'avancement pour un délai contractuel épuisé à 85,83%. Ce linéaire de 112 km traverse les localités de Niélé, Mbengue, Kabolo, Tungoli, Kasséré et Kouto. Un taux de réalisation jugé acceptable par le conseiller technique du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Ce que nous constatons aujourd'hui sur le terrain, il y a une nette amélioration. L'entreprise a fait une forte mobilisation de matériel et de personnel. Et comme on sort de la saison des pluies, on espère que l'entreprise va mettre les bouchées d'eau pendant la période de la saison sèche pour faire le maximum. Le conseiller technique rassure la population quant à la livraison dans un bref délai de la route Niélé-Kouto. Pour le moment, nous sommes sur les terrassements et nous avons demandé à l'entreprise de faire en sorte que d'ici janvier au moins, qu'on ait quelques linéaires, un bon linéaire en noir. Le fait de voir le noir, ça va rassurer nos populations. Cette journée de visite terrain s'est terminée par les chantiers de la Coupe d'Afrique des Nations CAN de football dans la ville de Korogo. Abou Nibi a visité les infrastructures routières qui mènent au terrain d'entraînement des équipes qui séjourneront dans la cité du Poro lors de cette CAN prévue pour janvier 2024. Cérémonie de passation ce mardi à la mairie de Yopougon entre le maire sortant Gilbert Kafana-Koné et le nouveau maire Adama Bictogo. C'était en présence du préfet d'Abidjan. Adama Bictogo s'engage dès à présent à la réalisation des projets de développement pour le bien-être des populations. Konaté Moussa. Gilbert Kafana-Koné, maire sortant de Yopougon, passe la main à Adama Bictogo, nouvellement élu à la tête de la commune. L'ancien maire de Yopougon affirme toute sa satisfaction suite à l'élection de son successeur, tout en lui traduisant les encouragements pour ses futures tâches. Je voudrais remercier le président de la République qui a bien voulu lui donner cette mission et je suis persuadé qu'il fera preuve d'autant de dynamisme pour faire en sorte que Yopougon demeure non seulement la première commune en taille et en population, mais surtout dans les actions de développement. Le nouveau maire de Yopougon, quant à lui, mesure l'ampleur de sa mission. Adama Bictogo se dit confiant avec le soutien de son prédécesseur pour la mise en œuvre de ses projets en faveur des populations de la commune. Aujourd'hui, une autre bataille s'ouvre, celle de réaliser les projets annoncés, celle de mettre en œuvre et d'accélérer ceux qui étaient déjà en cours. Et je crois que sous la bénédiction du président de la République, tous les projets annoncés se feront. Le nouveau maire de Yopougon, Adama Bictogo, appelle à la solidarité et à l'union afin d'œuvrer ensemble pour le développement de la commune et le bien-être des populations. En politique, le secrétariat national chargé des militants de l'extérieur du RHDP a organisé samedi dernier à Paris une journée de remerciements aux militants et sympathisants du RHDP en France. Cette journée a rassemblé non seulement des délégations de la France, mais aussi celles provenant de la Suisse et de l'Italie. Le commentaire d'Andiola Diallo. Une cérémonie de reconnaissance à l'endroit des militants du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix vivant en France. L'objectif, leur témoigner la gratitude du RHDP après avoir défendu les idéaux du parti sur le territoire français. Pour meubler cette journée, la projection de films et la remise des distinctions. Nous avons toujours été là, au devant de la lutte de Alassane Ouattara, depuis le RDR jusqu'au RHDP. Pour nous, c'est un grand honneur. Je suis très ému, très contente de la reconnaissance de nos cadres. Et je souhaiterais que ça continue dans le futur. À l'initiative de ce projet, le secrétariat national chargé des militants de l'extérieur du RHDP. On a vu combien de fois nos militants se sont montrés déterminés. Malgré l'hiver, malgré la pandémie du Covid-19, nos militants sont demeurés très mobilisés et ont donné un signal fort à l'ensemble
des populations vivant à l'extérieur et même celles vivant en Côte d'Ivoire. Le représentant du parrain est revenu sur l'importance des distinctions dans la valorisation et la promotion des militants et sympathisants au sein du parti. Je tenais donc à féliciter au nom du parrain, le secrétaire exécutif, Cissé Ibrahima Bakongo, le secrétariat national en charge des militants du RHDP de l'extérieur, pour avoir eu cette initiative. Et je pense que ces militants ont donné le meilleur d'eux-mêmes depuis des années, mais surtout en 2020. Leur mobilisation donc, a permis le début d'une reconnaissance internationale. Ce sont plus de 200 personnes physiques, des associations, communautés et des familles de militants décédés qui ont été honorés. Après la victoire des candidats du RHDP aux élections municipales et régionales dans le Tchologo, le député de Ouangolodougou, Kawara et sous-préfecture a initié une tournée de sensibilisation à la culture de la paix et la cohésion sociale. Traoré Drissa en a profité pour faire des dons d'engins motorisés, de chaises et du numéraire aux populations. Jean-Yves Zadi, Kader Sogodogo. Rencontre d'échange entre les populations du quartier Ouangoloso dans la commune de Ouangolodougou et l'honorable Traoré Drissa, député de la localité. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la tournée de remerciements aux populations pour la victoire des candidats du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, au municipal et régional dans le Tchologo. L'honorable député a fait don d'engins motorisés, de chaises et d'un montant en espèces aux associations de femmes et de jeunes. Nous saluons le président de la République, Alassane Ouattara, et le ministre Téné Birahima. Notre député est toujours à nos côtés. Il nous aide dans nos différentes activités, aussi au plan éducatif, sanitaire et pour notre bien-être. Que Dieu lui facilite pour la réalisation de nos doléances que nous lui avons faites. Après cette étape, cap sur le village de Torla. L'esprit et la lettre ne changent pas. Je remercie l'honorable au nom de tous les récipiendaires de Torlan. Aujourd'hui, nous avons envoyé 5 motos plus 20 chaises. Les chefs de village, c'est notable, je lui remercie. Pour Traoré Drissa, ces entrevues avec la population sont l'occasion pour lui de les sensibiliser à la paix et au vivre ensemble. Notre présence parmi vous est une démarche de reconnaissance et de gratitude pour votre soutien indéfectible au chef de l'État, Son Excellence Alassane Ouattara. Chers parents de Torla, je vous exhorte au vivre ensemble et à la cohésion. C'est seulement à ce prix que nous pourrions faire de Ouangolodougou une cité où il fait bon vivre. Après Ouangolodougou et Torla, d'autres localités de la région seront visitées par cette mission de remerciement dépêchée par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, l'actuel président du conseil régional du Tchologo. Le Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage RPP a un nouveau président. Il s'agit du sociologue Timoko Doumbia. Il succède ainsi à Feu Ouattara Nyonzié. Le point de Ahmed Traoré et Franck Kouadio. Timoko Doumbia est le nouveau président élu du RPP, Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage. Il a obtenu 73 voix des délégués sur les 74 ayant pris part à ce scrutin. Selon le président du comité d'organisation, le congrès avait du sens car il fallait combler le vide juridique occasionné par le décès de Ouattara Nyonzié, deuxième président du parti. Face aux défis à relever, dont les échéances électorales de 2025, le nouveau président de cette formation politique affiche ses ambitions. Le RPP a connu des passages à vide et donc je prends la succession de mon mentor, de mon frère bien-aimé Ouattara Nyonzié, pour continuer la lutte qu'il avait placée dans un renouveau démocratique. Et donc nous allons nous atteler à créer les conditions pour qu'on compte avec le RPP en Côte d'Ivoire. À ce congrès étaient présents les membres du bureau politique, les membres du comité d'organisation et les délégués départementaux et communaux. Dans le cadre de la CAN 2023, le FDFP, Fonds de développement de la formation professionnelle, a adopté 5 conventions pour renforcer les compétences des professionnels du secteur tourisme, hôtellerie et restauration des villes hôtes de la CAN 2023. Le commentaire d'Angela Diallo.
À travers ces signatures de conventions, le FDFP, Fonds de développement de la formation professionnelle, et le Conseil national des branches professionnelles, CNBP, s'engagent à renforcer les capacités des acteurs du secteur, tourisme, hôtellerie, restauration, pour la CAN 2023. Ces conventions concernent 5 opérateurs affectés dans chacune des 5 villes abritant la compétition. Le FDFP entend leur apporter les outils nécessaires afin qu'ils puissent offrir des services de qualité aux pays hôtes et contribuer ainsi à la réussite de la CAN 2023. On s'inscrit aussi tous dans ce vaste mouvement-là, impulsé par le chef de l'État, à savoir l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Et si notre formation peut contribuer au-delà même, renforcer la capacité de ce personnel, ce n'est qu'une bonne chose et ça nous encourage. Nous sommes convaincus que ce projet va connaître un grand succès et ce sera à l'avantage de toute la Côte d'Ivoire et justement dans le cadre de cette importante activité qui va se réaliser, notamment la CAN en Côte d'Ivoire. Pour les bénéficiaires, cette formation arrive à point nommé. Nous allons accueillir du monde. Nous qui sommes du secteur du tourisme, il faut être prêt. Nous sommes dans un secteur qui est véritablement exigeant. Et donc, au titre de l'accueil, au niveau de tout ce qui va se passer, nous voulons être prêts, n'est-ce pas, pour affronter la CAN 2023. Les parties prenantes entendent accélérer la mise en œuvre des dispositions des conventions signées. À titre de rappel, la CAN 2023 débutera le 13 janvier 2024. Le tirage au sort se tiendra ce jeudi 12 octobre à Abidjan. Dans le reste de l'actualité, en bref, et en image, près de 2,4 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce 10 octobre 2023 pour élire notamment leur président. Nous sommes au Libéria. Le scrutin s'annonce serré. Le président sortant, George Weah, fait face, entre autres, à l'ancien vice-président Joseph Boakai. Les Libériens doivent également choisir leurs députés et 15 sénateurs. Les premières tendances font part d'une participation importante pour une première élection organisée sans la présence des casques bleus de l'ONI. Voilà, c'est tout pour ce 23h. Très belle nuit à vous tous sous la protection du Très-Haut. Bonsoir.